On se retrouve dans la 4e boîte aux questions. J'ai sélectionné les questions techniques que vous avez pu poser sur Instagram particulièrement et je vais prendre le temps d'y répondre en vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eva, conseillère indépendante en élevage dans le Grand Ouest de la France et cofondatrice du site Conseil en agriculture et la fameuse chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Alors on prend la première question qui nous a été posée et j'y réponds tout de suite. La première question que j'ai sélectionnée est « Quelle est l'importance des oligo-éléments chez les vaches ?» Que les vaches soient laitières ou allaitantes, les oligo-éléments ont une importance puisque ce sont de très petits éléments qui sont présents dans l'organisme et qui ont un intérêt pour maintenir l'état de santé satisfaisant du troupeau. Il est donc important de ne pas induire des carences ou des excès puisque cela peut causer des troubles importants chez les animaux. Il y a 4 oligo-éléments principaux qui sont le cuivre, l'iode, le zinc et le sélénium. Il en existe d'autres, des oligo-éléments, mais qui ont des rôles plutôt secondaires, comme par exemple le manganèse, le cobalt ou le molybdène. Il faut savoir que la majorité des fourrages français est carencée naturellement en oligo-éléments. C'est pourquoi il est important de venir complémenter les vaches régulièrement d'un complément minéral vitaminique avec des oligo-éléments. Il faut aussi savoir qu'il existe des interactions entre oligo-éléments, comme par exemple un excès de soufre qui peut venir bloquer la biodisponibilité du sélénium. C'est pourquoi il est important de vérifier qu'il n'y a pas des oligo-éléments qui seraient déficitaires ou en excès, puisque cela peut faire des interactions qui sont néfastes pour d'autres oligo-éléments. Chez les jeunes animaux, particulièrement les veaux, lorsque les mères ont subi des carences, notamment en sélénium, cela peut induire chez les veaux des myopathies, des retards de croissance et même des échecs quant à la vaccination. Chez les vaches laitières, ce sont les carences en zinc et en iode qui peuvent diminuer la production laitière, mais aussi causer des problèmes locomoteurs et des rétentions placentaires. Il est donc important de retenir que les oligo-éléments sont nécessaires pour les vaches et au quotidien, il est favorable de distribuer des compléments minéraux avec des oligos sous forme de poudre, de granulés ou même du minéral liquide plutôt que des bolus, car retenez bien que la vache est dans la majorité des cas des oligo-éléments incapable de les stocker. Donc rien ne sert de donner beaucoup d'oligo-éléments d'un coup, comme par exemple via des bolus, puisqu'en fait la vache elle ne peut pas les capter et donc préférer soit une distribution quotidienne au fur et à mesure, soit des bolus, mais qui ont un effet dilution qui dure dans le temps. Pour bien choisir des oligo-éléments, retenez aussi que les formes organiques, souvent écrites chélates sur les étiquettes des aliments, est favorable plutôt que des formes non organiques, puisqu'en fait les formes chélates organiques sont plus disponibles et plus facilement absorbables par la vache. Si vous voulez savoir si votre troupeau est concerné par un déficit ou un excès d'oligo-éléments, rien de tel qu'une analyse sanguine qui reste la méthode la plus fiable. Alors on oublie les analyses de poils particulièrement qui n'ont pas été prouvées scientifiquement. Passons maintenant à la deuxième question. Quel type de tonte peut optimiser le bien-être de mes vaches ? Nous vous conseillons une tonte complète des vaches environ 2 fois par an sur le troupeau de mère. Et la tonte complète d'une vache, c'est considéré qu'on va venir tondre sur une largeur entre 10 et 25 cm, des épaules jusqu'au dos, jusqu'à la tâche de la queue. L'idée, c'est que la tonte va permettre de limiter les maladies cutanées et l'accroche de certains insectes, particulièrement comme les poux, par exemple. Et cela va limiter l'apparition des maladies respiratoires puisque les vaches pourront enfin mieux évaporer leur transpiration. Ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça permet à l'animal de mieux valoriser sa ration puisqu'elle ne va pas être là à transpirer et à devoir se réchauffer puisque la transpiration va amener de l'humidité sur son dos. Vous pouvez faire le même raisonnement pour les veaux. Il est recommandé de tondre sur 2 longueurs de main le dos des veaux puisque c'est souvent à cet endroit-là qu'il y a de l'humidité stagnante qui vont venir causer des maladies respiratoires sur les veaux. Et aussi, c'est un endroit que les veaux n'arrivent pas à venir gratter et lécher facilement, donc ça permet aussi de leur offrir un bien-être plus favorable. Nous vous conseillons d'utiliser une tondeuse qui est adaptée,
Nous en avons testé plusieurs et celle que nous retenons, c'est celle de la marque suisse Heiniger que vous trouverez chez plusieurs distributeurs. Et si on peut vous donner un petit conseil, c'est de bien désinfecter les peignes entre différents animaux car cela va limiter la transmission d'éventuelles maladies, notamment cutanées. Passons maintenant à la question 3. Comment élaborer une bonne ration pour vaches allaitantes? Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire appel à un conseiller, nutritionniste indépendant ou non, qui va venir travailler avec vous pour élaborer une bonne ration. Vous pouvez aussi trouver sur conseillerenagriculture.fr en téléchargement libre et gratuit un rationneur simple qui est certes aux anciennes normes INRA, mais qui vous donnera déjà quelques bons conseils pour vérifier si la ration de vos vaches allaitantes est adaptée. Il est décomposé en 3 étapes. Donc dans cet outil, qui est un format Excel, vous avez d'abord à rentrer les caractéristiques de la vache moyenne de votre troupeau, notamment sa race, son poids, son stade de gestation. Et vous pourrez aussi préciser s'il s'agit d'une primipare et si la gestation concerne des jumeaux ou non. La deuxième étape va concerner plutôt la partie saisie des fourrages. Vous pourrez donc saisir les différents fourrages que vous avez à disposition pour votre troupeau, tant en quantité qu'en qualité. L'autre partie concerne les concentrés et de la même façon que les fourrages, vous venez préciser quel concentré vous avez en stock et quelle quantité vous pouvez distribuer aux animaux. Et en conclusion, de manière automatique, l'outil du rationneur va venir vous dire si la ration est équilibrée à la fois en UFL, PDIE, PDIA et PDIN. Ce qui va vous permettre de savoir si l'équilibre, notamment énergie, azote, est favorable pour une bonne production et un bon état de santé de l'animal. C'est un rationneur qui vous donne des premières clés, mais il est quand même nécessaire d'avoir le soutien d'un conseiller qui vient vérifier tous les autres paramètres qui gravitent autour de la ration des vaches allaitantes. Passons maintenant à la 4e question. Que pensez-vous de l'apport d'huile de palme dans la ration? Alors, l'apport d'huile de palme a une utilité notamment chez les vaches qui sont hautes productrices ou qui sont en démarrage de lactation, le but étant d'aider à couvrir leur déficit énergétique à un instant T. Il n'est pas forcément recommandé de distribuer de l'huile de palme toute l'année à tout le troupeau, puisque cela a un intérêt seulement chez des vaches qui auraient besoin de combler ce fameux déficit en énergie. Sachez que ce n'est pas de l'huile de palme pure qui est donnée aux animaux, mais bien un produit dérivé qui s'appelle l'acide palmitique, qui est en effet contenu dans l'huile de palme. C'est un gras saturé qui est naturellement présent dans le lait des vaches. Il faut d'ailleurs savoir que 30% des acides gras de l'animal sont composés naturellement d'acide palmitique, à savoir un acide qui s'écrit C16 2.0. Comme je vous le disais, l'ajout systématique d'huile de palme n'est pas forcément recommandé, tant en termes d'un point de vue nutritionnel, ni économique, du coup, de par le peu d'influence que ça aura sur la production laitière si les vaches ne sont pas sujettes à un déficit énergétique. Et je ne vous parle pas de l'impact environnemental. Ça a notamment été un gros sujet de débat au Canada et aussi dans les zones AOP françaises. Vous avez d'autres solutions pour apporter des bons gras aux animaux. Et je pense notamment à toutes les autres huiles issues de nos productions françaises, comme l'huile de colza. Donc, avant de penser l'huile de palme, pensez plutôt à d'autres types d'huiles qui amèneront eux aussi des acides gras saturés à vos animaux. C'est parti pour la 5e question. Connaissez-vous un laboratoire d'analyse de fourrage intéressant? L'équipe de conseil en agriculture travaille avec Germe Service. C'est un laboratoire situé dans le sud de la France à qui vous pouvez envoyer vos analyses de fourrage, mais aussi d'autres types d'analyses. Nous vous recommandons de demander des analyses en infrarouge, en méthode infrarouge, pour les fourrages qui sont plutôt classiques, comme l'ensilage de maïs par exemple. On considère que ce laboratoire est fiable car ils analysent énormément de fourrages et donc leur base de données est complète, ce qui permet que les analyses en méthode infrarouge soient fiables. Si jamais vous avez des fourrages plus complexes, comme par exemple un ensilage de métail ou un ensilage d'herbe avec des mélanges légumineuses graminées qui sont particuliers, n'hésitez pas à plutôt demander une analyse en méthode chimique. C'est plus cher, mais c'est plus fiable en termes de résultats. Le laboratoire vous envoie les résultats en à peu près 10 jours ouvrés par mail. Et rien de plus simple pour envoyer une analyse de fourrage. Vous échantillonnez,
Vous mettez dans une poche plastique zippée, vous enlevez l'air, vous le mettez une nuit au congélateur et le lendemain, vous envoyez par courrier simple au laboratoire votre analyse dont vous aurez les résultats. Et ce qu'on aime particulièrement chez Germ Service, c'est que son directeur technique est disponible et peut vous aider dans l'interprétation de vos analyses. Vous retrouverez dans la barre d'infos les informations concernant le laboratoire, son adresse, son numéro, son mail et aussi éventuellement un bordereau d'envoi pour envoyer vos analyses. C'est l'heure de la question 6. Peut-on mettre les vaches à l'herbe en hiver? La réponse est oui, bien sûr que oui, et pas que les vaches. On peut aussi d'ailleurs mettre des génisses, des bœufs, etc. Mais revenons-en à la vraie question concernant les vaches. Alors oui, la réponse, on peut mettre bien sûr les vaches au pâturage. Tout va dépendre de plusieurs paramètres, et notamment l'état de portance de vos sols, l'accessibilité à vos paddocks, l'état général du troupeau, la disponibilité en fourrage et bien d'autres encore. On a tendance à croire qu'en hiver, les valeurs alimentaires du pâturage ne sont pas bonnes. Sachez que nous avons récemment fait différentes analyses en verre sur de l'herbe pâturée pour savoir si en laboratoire les valeurs alimentaires ressortaient favorables. Et la réponse est oui. Nous avons d'ailleurs un rapport d'analyse qui nous montre que les résultats sont bons. Je vous en donne quelques-uns. Donc sur de l'herbe fraîche qui a été récoltée sur un pâturage certes bien guidé et avec un bon mélange légumineuses graminées, on en ressort avec des teneurs en matière sèche environ autour de 14%, une valeur en protéines de 28% de MAT, une teneur d'encombrement de 0,89 UEL par kilo de matière sèche et quelques dernières valeurs pour les plus connaisseurs. Des UFL valeur 2018 INRA à 1,17. Vous vous rendez donc bien compte qu'il y a de bonnes valeurs alimentaires sur l'herbe du pâturage d'automne et d'hiver. Il y a quand même quelques vigilances à garder en tête, notamment sur la fibrosité que peut apporter ce pâturage d'hiver. Et donc c'est pourquoi il est souvent recommandé d'apporter des fourrages quand même à l'auge, surtout si vous avez des objectifs de production qui sont conséquents pour l'atelier laitier. Si vous gardez les mêmes paddocks qu'au printemps pour faire pâturer vos vaches, nous vous recommandons d'utiliser un herbomètre, notamment électronique, en évitant les manuels qui sont quand même pas faciles à l'utilisation au quotidien, pour vérifier que la biomasse d'herbe pâturée disponible est bien suffisante pour couvrir les besoins et les capacités d'ingestion des vaches qui vont sortir à l'herbe. Un autre aspect, c'est de bien garder en tête le rythme d'alimentation et de repos des vaches et de ne pas sortir votre troupeau sur les phases où elle est censée ruminer. Je vous rappelle que le rythme d'alimentation-repos des vaches est de la façon suivante. À l'heure de la distribution, les vaches vont manger environ pendant 3 heures, puis se coucher pour ruminer 1 heure. Elles reviendront manger 1 heure et ensuite rumineront pendant 3 heures. Dans cette frise, vous comprendrez donc bien qu'il est inutile de sortir les vaches à l'herbe pendant leur phase de rumination de 3 heures, notamment qui tombe l'après-midi. Donc, favorisez plutôt une sortie des vaches au pâturage pendant la petite phase de reprise d'alimentation, souvent aux alentours de midi. On n'oublie pas de rappeler quand même que le pâturage hivernal est une bonne solution pour limiter le coût alimentaire de la ration, tout en maintenant de bonnes performances sur le troupeau. Passons à la 7e et dernière question. Quels sont les avantages des pois dans l'alimentation des vaches laitières? La graine de pois contient environ 20% de protéines, soit 2 fois plus qu'un orge, et environ 52% d'amidon. En plus, les pois sont constitués de lysine, qui est un acide aminé qui est très intéressant, notamment chez les laitières hautes productrices. Les pois contiennent aussi des sucres solubles qui ont un vrai intérêt pour booster le microbiote ruminal et donc favoriser une meilleure digestion de tous les éléments nutritifs qui sont dans le rumen. Les pois, ils peuvent être distribués dans les DAC, dans les robots et dans les mélangeuses, puisque leurs graines sont appétantes. On recommande tout de même qu'elles soient distribuées broyées pour une meilleure digestibilité et absorption. Les pois, ils ne sont pas forcément achetés à l'extérieur, ils peuvent aussi être autoproduits sur la ferme. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recommande, puisque d'un point de vue agronomique, les pois ont un intérêt dans les rotations culturales, qu'ils soient cultivés en pur ou en mélange.
Le poids peut venir compenser ou combler l'apport d'un correcteur azoté de type tourteau de soja ou colza. Donc vous aurez bien compris que les poids, s'ils sont autoproduits, il va permettre de réduire les coûts alimentaires et d'augmenter les marges par vache par jour d'un point de vue de la ration. La boîte aux questions de novembre est terminée. Nous avons passé en revue 7 questions techniques. Vous retrouverez dans la description tous les liens auxquels nous avons fait écho. Si vous avez d'autres questions en tête, vous pouvez les poser dans les boîtes aux questions que nous ouvrons régulièrement sur Instagram ou sinon, vous nous écrivez directement à l'adresse bonjour@conseilenagriculture.fr. N'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner à la chaîne ou à aller naviguer sur le site Conseil en agriculture car il y a plein d'informations techniques gratuites à votre disposition. On vous dit à bientôt. Ciao!